Le tribunal pensait que l'homme noir était seul, sans aucun soutien, jusqu'à ce qu'une douzaine d'agents en uniforme arrivent, se tenant à ses côtés. La suite vous laissera sans voix. L'air de la salle d'audience était lourd, presque suffocant, comme si chaque respiration de Marcus devait traverser le poids d'un jugement silencieux qui s'abattait de toutes parts. Les hautes fenêtres le long du mur laissaient entrer un mince filet de lumière matinale froide qui filtrait sur le parquet ciré, attrapant les particules de poussière flottant paresseusement dans le silence. Le léger frottement des papiers sur le bureau du juge résonnait comme un murmure lointain dans le silence oppressant. Chaque grincement de chaise, chaque grattement de stylo semblait amplifié dans la tension ambiante. Marcus était assis seul à la table de la défense, les épaules carrées, mais les mains jointes si fort que ses jointures étaient pâles. Son regard était fixé droit devant lui, fixé sur le banc du juge, bien qu'il sentît l'attraction des regards de tous les coins de la salle, le jaugeant, le jugeant, décidant déjà de son sort avant même qu'il n'ait prononcé le premier mot. De l'autre côté de l'allée, l'avocat du plaignant se prélassait, l'air d'une certitude absolue. Le sourire narquois de l'homme était subtil mais délibéré, une célébration privée d'une victoire qu'il croyait manifestement inévitable. Il n'eut pas besoin de dire un mot, toute sa posture le disait pour lui. Derrière Marcus, la galerie était presque déserte. Deux inconnus assis au dernier rang, un huissier blasé près de la porte, et l'écho d'une absence, là où auraient pu se trouver des amis ou des proches. L'espace semblait encore plus vide sous les néons, ce vide en lui-même étant une autre forme d'insulte. Pour les personnes présentes, c'était clair. Marcus était seul et dépassé. L'adversaire était arrivé fort de son influence et de son pouvoir. Des amis haut placés, des relations politiques, et la confiance que procure le fait de savoir que le jeu était déjà truqué. Marcus n'avait rien de tout cela. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La juge, une femme d'âge moyen aux traits anguleux et à l'expression aiguisée par des années passées à diriger son tribunal, jeta un coup d'œil à Marcus par-dessus la monture de ses lunettes. Son regard fut bref mais révélateur. Lorsqu'elle prit enfin la parole, son ton était sec et impatient, comme si elle s'occupait d'une affaire qui ne lui tenait pas à cœur. Elle ajusta sa robe, se renversa légèrement en arrière sur sa chaise et baissa les yeux sur le dossier, presque comme si elle avait une destination plus importante. Marcus ne broncha pas sous son regard, mais la sensation se serra dans sa poitrine. Son esprit se mit à vagabonder vers les innombrables portes qui lui avaient été claquées au nez, les moments où il s'était tenu dans des bureaux ou au coin des rues pour obtenir une audience, pour finalement se heurter à des refus polis ou à une franche hostilité. Il se souvenait d'entretiens d'embauche qui s'achevaient dès que son dossier était publié, de faveurs qui ne se concrétisaient jamais, d'appels téléphoniques restés sans réponse. Chaque souvenir semblait se condenser en une seule vérité qui l'opposait désormais. Ici, dans cette pièce, personne ne s'attendait à ce qu'il gagne. L'air était lourd de l'arrogance silencieuse de la partie adverse. Un bruissement de papier sur leur table exhalait une légère odeur d'encre fraîche, les dossiers juridiques probablement rédigés par toute une équipe. La représentation de Marcus était clairsemée, ses dossiers minces, les chemises devant lui usées sur les bords par les manipulations répétées. Même ses vêtements, un costume impeccablement repassé mais modeste, contrastaient fortement avec l'assurance impeccable de l'autre côté de l'allée. Chaque bruit dans la pièce semblait exagéré. Le tic-tac de l'horloge suspendue au-dessus de la porte de sortie, le faible bourdonnement du système de ventilation, le pas traînant du greffier se préparant à enregistrer les débats. C'était comme si le bâtiment lui-même connaissait le verdict avant même le début du procès. La voix du juge interrompit ses pensées, s'apprêtant à appeler le premier témoin. Il y avait une certaine finalité dans son ton, comme si elle se dirigeait déjà vers l'inévitable fin. Marcus se redressa, se préparant à la corvée qui l'attendait, lorsqu'un changement inattendu se produisit dans l'atmosphère. Un léger cliquetis métallique retentit au fond de la salle, suivi du grincement profond et résonnant des lourdes portes en bois qui s'ouvraient. Les têtes se tournèrent instinctivement vers le bruit.
Même la juge s'est arrêtée au milieu de son mouvement, son stylo planant au-dessus du dossier. Par la porte, 12 officiers en uniforme apparurent. Ils entrèrent en formation parfaite, leurs bottes frappant le sol poli à l'unisson, chaque pas résonnant violemment dans la salle. L'éclat des insignes en laiton et le bleu profond de leurs uniformes accrochaient la lumière, leur conférant une présence qui semblait emplir tout l'espace. Ils se déplaçaient avec une précision qui n'était pas précipitée, mais qui portait le poids de l'intention, leurs yeux fixés non sur le juge ni sur les avocats, mais droit devant eux. Un murmure parcourut les quelques observateurs présents dans la galerie, rapidement réduit au silence par la gravité du spectacle. Les officiers avancèrent d'un pas régulier, leur formation ininterrompue, jusqu'à la table de Marcus. Sans un mot, ils prirent position derrière lui, formant un mur bleu et or, les épaules carrées et le menton levé. L'atmosphère de la salle d'audience sembla changer en un instant. D'une sourde attente de défaite, chargée d'une tension nouvelle et inexprimée. Le sourire narquois de l'avocat du plaignant s'estompa une fraction de seconde, le rythme de la certitude interrompu. Marcus ne se retourna pas pour les regarder. Il n'en avait pas besoin. Il sentait la présence ferme dans son dos, le changement dans le regard de tous les regards présents. Et tandis que le silence s'installait à nouveau, la salle se figea, saisie par l'instant où quiconque osait à nouveau parler. La vue de ces 12 uniformes derrière lui fut plus qu'un choc pour la salle d'audience. C'était une vague de souvenirs que Marcus n'avait pas sollicitée, mais à laquelle il n'avait pas pu résister. En un instant, l'air vicié du palais de justice s'estompa, remplacé par l'odeur humide et électrique de la pluie sur l'asphalte et l'écho des sirènes résonnant entre les étroits murs de briques. 5 ans plus tôt, il était un jeune flic dans l'un des commissariats les plus difficiles de la ville, propulsé dans un quartier où chaque appel pouvait tourner au face-à-face et où chaque coin de rue avait ses propres règles. La plupart des nouveaux venus dans ce quartier s'épuisent ou se refroidissent en quelques mois, mais Marcus s'était forgé une réputation différente. Il ne s'appuyait pas sur sa matraque ou son badge pour imposer le respect. Il s'appuyait sur sa voix, sur sa capacité à lire la température d'une foule avant qu'elle ne s'emballe. Il avait le don de regarder un homme dans les yeux et de parler juste assez bas pour que les cris cessent, que les couteaux restent au sol et que les balles ne sifflent pas. Certains des hommes qui se tenaient maintenant derrière lui avaient été là lors de ces longues nuits où la ville semblait s'effondrer. Il se souvenait de Ruiz tirant un adolescent ensanglanté d'un échange de tirs et le tenant jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il se souvenait de Dalton s'attaquant à un trafiquant de drogue sous une pluie battante, la boue et le sang mêlés sous leurs bottes. Ils avaient fermé des pipelines d'armes, déguisés en chantier, démantelé des réseaux de jeux d'argent dissimulés sous des couvertures caritatives et découvert des réseaux d'argent sale qui alimentaient à la fois les gangs et les autorités municipales. Il l'avait fait en sachant que chaque pas les confrontait à des hommes aux poches plus aisées et aux amis haut placés. Et s'il gagnait le respect du peuple, il s'attirait le ressentiment de ceux qui dirigèrent la ville depuis leurs bureaux élégants. Ce ressentiment devint personnel lorsque Marcus refusa d'ignorer ce qu'il avait vu lors d'une descente nocturne banalisée. Une descente qui avait saccagé la mauvaise maison, blessé un père de famille désarmé et mené sans mandat. Il savait que le commissaire adjoint l'avait ordonné, que les rapports étaient en cours de réécriture pour la justifier, et en refusant de signer ce mensonge, il franchissait une ligne qu'il ne pouvait pas défaire. La pression commença subtilement au début, une suggestion de prendre des vacances, rappelant la durée de sa période d'essai restante. Puis vinrent les avertissements de ses collègues, lui disant de jouer le jeu pour l'instant. Marcus ne le fit pas. Quelques semaines plus tard, il fut convoqué à une audience sans préavis, son badge saisi dans une pièce où tous les visages détournèrent le regard, comme s'ils n'avaient jamais partagé leur service avec lui. Les félicitations sur son dossier ne signifiaient rien. Les amis qui avaient autrefois saturé son téléphone d'appel se turent. Le plaignant dans l'affaire qui se déroulait alors devant lui avait été l'une des ombres derrière cette chute,
promoteur, mêlé à la fois à l'immobilier et à la politique, il avait passé des années à cultiver une image publique irréprochable, tout en blanchissant son influence par des accords secrets. Marcus l'avait trahi en révélant l'un de ses accords à la presse, une évacuation d'entrepôts censée viser la sécurité, mais qui visait en réalité à expulser des familles d'un immeuble convoité pas, du moins, c'était l'histoire que tout le monde dans la salle croyait au début du procès. Le sourire narquois de l'avocat adverse, ce matin-là, était le même que Marcus avait aperçu dans les arrière-salles des années auparavant, le genre d'expression nourrie de certitude. Il persista même, lorsque les 12 hommes en uniforme prirent place, une confiance persistante qu'aucune surprise ne pourrait faire pencher la balance. Mais Marcus sentit le changement bien avant que l'avocat ne s'en rende compte. Il résidait dans la façon dont Ruiz se tenait, calme, mais inébranlable. Il résidait dans le regard de Dalton balayant la salle, non pas comme une menace, mais comme un rappel qu'ils avaient tous connu des jours plus dangereux que celui-ci. Lentement, Marcus se leva de son siège, le grincement des pieds de la chaise étant si fort qu'il attira tous les regards vers lui. Il ne se précipita pas. Il laissa l'instant s'étirer, laissa la vision de lui debout, avec 12 officiers inflexibles derrière lui, s'ancrer dans l'esprit de tous les spectateurs. Lorsqu'il tourna enfin la tête juste assez pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, il perçut un léger hochement de tête de Ruiz, signe muet que, quoi qu'il advienne, il n'y serait pas seul. Marcus se retourna vers l'avant, d'une voix basse mais portant dans la salle silencieuse, prononçant les mots qui firent se pencher toute la salle d'audience, s'efforçant de les saisir. « Ils sont là pour moi. » Un murmure sourd se répandit dans la galerie comme un vent soudain balayant une eau calme. Les têtes se tournèrent, les murmures se nouèrent dans les gorges, et l'autorité tranquille du marteau du juge claqua au milieu du vacarme. Le son aigu résonna contre les murs lambrissés, imposant le silence, mais la tension dans la salle ne fit que s'alourdir. Le capitaine Ruiz s'avança de la rangée d'officiers, ses bottes frappant le sol à un rythme lent et mesuré. Il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, seulement une solide assurance, celle née d'années passées à connaître le poids de sa propre présence. Sa voix, lorsqu'il parla, était claire et posée, portant à travers la salle d'audience sans qu'il soit nécessaire de l'élever. Il annonça qu'il n'était pas là pour soutenir l'accusation, mais pour défendre la défense. Les mots semblèrent flotter dans l'air, lourds et inflexibles, avant de s'incruster sur les visages stupéfaits de la salle. Sans rompre leur formation, les autres policiers avancèrent un par un. Chacun déposa un dossier en papier kraft scellé sur la table de Marcus, la pile grossissant jusqu'à former un bloc de preuves solide entre lui et la partie civile. Les dossiers ne sortaient pas tout juste d'une brouillonne de dernière minute. Ils étaient usés sur les bords, les coins pliés, le genre de dossier souvent manipulé mais soigneusement gardé. Marcus les parcourut du regard et aperçut la faible empreinte d'étiquette écrite en lettres capitales précises. À l'intérieur se trouvaient des choses qu'il avait cessé d'espérer, des rapports d'incidents disparus dans les archives, des images de caméras corporelles que le service avait juré avoir été perdues lors du transfert, et des déclarations d'hommes qui avaient risqué leur carrière pour dire la vérité. Ce n'étaient pas des bribes de défense. C'étaient des armes suffisamment tranchantes pour percer des années de mensonges. Son avocat, qui jusque-là s'était comporté avec la prudence fragile d'un homme marchant sur une poutre étroite, sembla reprendre son souffle. Sa main plana au-dessus de la pile, puis se posa fermement dessus, comme si elle puisait sa force dans son poids. Dans son regard, l'hésitation disparut, remplacée par une concentration que Marcus n'avait pas vue depuis leur première rencontre. De l'autre côté de l'allée, le sang-froid de l'avocat du plaignant commença à se fissurer. Ses objections fusèrent et s'élevèrent, comme si le volume pouvait couvrir le changement qui venait de se produire. Il exigea de connaître la source, le moment, la raison pour laquelle ces documents n'avaient pas été déposés plus tôt. Ruiz ne broncha pas devant cette attaque. Il expliqua avec une précision calme et précise que les documents avaient été assignés à comparaître des mois auparavant,
leur absence étant restée inexpliquée jusqu'à ce matin même, lorsque les policiers les avaient récupérés par des voies extérieures au service local. Sa voix ne vacilla pas, mais le fond de ses paroles était une accusation discrète. Le système censé rendre la justice avait plutôt servi à les enterrer. Le regard de la juge s'aiguisa, sa plume s'arrêtant au-dessus de ses notes. Elle n'eut pas besoin de parler pour reconnaître le poids de ce qui lui était présenté. Le serrement de ses mâchoires suffisait à montrer qu'elle comprenait l'ampleur de la révélation. Marcus resta immobile, le cœur battant non pas sous l'effet de la panique, mais sous l'effet soudain de l'idée de possibilité. Il sentait presque la marée tourner sous ses pieds, le courant qui l'avait entraîné dans le vide commençant à repousser les forces mêmes qui avaient tenté de le noyer. Ruiz n'avait pas terminé. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe scellée et chargée d'autorité. Lorsqu'il la tendit à la juge, la salle pencha en avant, comme si le papier lui-même pouvait faire pencher la balance. Elle l'ouvrit et lut, plissant les yeux à mesure que le contenu se dévoilait. Il s'agissait d'une ordonnance formelle du procureur général de l'État, non seulement reconnaissant les preuves, mais ordonnant l'ouverture d'une enquête criminelle sur les activités et les relations politiques du plaignant. La réaction fut immédiate. Le visage du plaignant se vida de ses couleurs, son expression détendue, tendue et crispée, remplacée par un malaise crispé. Ses mains s'agitèrent sur le bois poli de la table, le bout des doigts tambourinant à un rythme irrégulier. De l'autre côté de la galerie, une inspiration brusque fut prise, puis rapidement ravalée. Marcus n'eut pas besoin de parler. Le changement de pouvoir était visible dans chaque posture, chaque regard échangé entre l'avocat adverse et son client. Ce n'était plus seulement une défense, c'était une contre-attaque. La juge leva à nouveau son marteau, mais cette fois le son qui suivit ne devait pas apaiser le désordre. C'était le signal que le moment était arrivé à un point trop important pour se poursuivre sans interruption. Elle annonça une suspension d'audience, d'une voix calme et maîtrisée, mais teintée d'une certaine évidence. La conscience que le procès ne reprendrait pas comme il avait commencé. Debout, elle laissa ses derniers mots s'abattre comme un marteau silencieux sur les fondations de l'affaire. À notre retour, tout change. Lorsque le tribunal reprit ses audiences, c'était comme si un monde entièrement différent avait pris forme entre les murs lambrissés. La galerie autrefois vide était désormais bondée, des rangées de journalistes serrant leurs bloc-notes, des policiers en congé adossés au mur du fond et des fonctionnaires municipaux qui, quelques heures plus tôt, auraient traversé la rue pour éviter d'être vus près de Marcus. Le bourdonnement sourd des conversations à voix basse résonnait dans la salle, ponctué par les clics mécaniques des caméras ajustant leurs objectifs. Marcus sentit le changement avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Ce n'était plus un procès qui s'acheminait tranquillement vers une fin prédéterminée. C'était devenu une scène où la ville s'était rassemblée pour assister à un jugement. L'équipe juridique du plaignant s'empressa d'agir, sa confiance ébranlée, mais pas encore rendue. Ils se levèrent pour contester les nouvelles preuves, leurs propos tranchants, accusateurs, laissant entendre que les dossiers avaient été falsifiés, les images truquées. Ils parlèrent de complot, de vendetta, d'hommes désespérés fabriquant des histoires pour se sauver. Mais les réfutations arrivèrent tout aussi rapidement. Ruiz et les policiers qui avaient soutenu Marcus ne fléchirent pas. Les témoignages sous serment furent lus à voix haute, d'une voix assurée et sans hésitation. La chaîne de possession de chaque dossier était décrite avec précision. Horodatage, signatures et registres officiels étaient affichés jusqu'à ce que même l'observateur le plus sceptique puisse constater que la piste était ininterrompue. Puis arrivèrent les images. Le projecteur du tribunal bourdonna doucement avant que l'écran ne s'allume, projetant une lueur froide et bleutée sur les visages présents. Tout était là, d'une clarté brutale. La descente illégale, les cris, la confusion d'une famille prise entre deux feux. La caméra suivait le mouvement d'hommes armés prenant d'assaut une maison, sans aucun lien avec les mandats d'arrêt revendiqués dans leurs documents. L'image se figea brièvement sur le visage de l'associé du plaignant qui dirigeait le chaos,
avant de passer au faux rapport d'arrestation signé sans la moindre autorité légale. Une autre séquence, granuleuse mais accablante, montrait l'échange discret d'enveloppes chargées d'argent liquide. Des pots de vin enregistrés, distribués dans des couloirs et des parkings ombragés. Les preuves aient été plus éloquentes que n'importe quel argument. Le plaignant était assis, raide, à sa table, le teint tiré et pâle, les lèvres pincées en une fine ligne exsangue. Chaque mouvement de son siège trahissait une prise plus serrée sur les accoudoirs, comme s'il se préparait à l'impact. Son avocat se pencha pour murmurer quelque chose, mais l'homme sembla à peine l'entendre. Le poids de la pièce pesait désormais sur lui, comme l'inéluctable fermeture d'une porte de cellule. De l'autre côté de l'allée, Marcus était assis, immobile, les mains jointes, la respiration régulière. Inutile de s'avouer. La juge se pencha en avant, les avant-bras posés sur le banc, son marteau en équilibre à la main. Sa voix trancha, claire et définitive, dénuée de toute trace de doute, comme l'autorité de la loi. Elle annonça que l'affaire contre Marcus était classée sans suite, rendant impossible toute nouvelle inculpation. Puis, sans un instant, elle s'adressa au plaignant, déclarant que les preuves et les témoignages avaient révélé des motifs d'inculpation au niveau fédéral. Ces mots résonnèrent comme des coups de marteau, chacun effaçant les derniers vestiges de son masque public. Lorsqu'elle frappa enfin le marteau, le coup sec sembla marquer plus que la fin des débats. Il marqua la fin du mensonge qui avait tenté d'enterrer Marcus. Alors que la juge se leva et sortit par la porte latérale, les 12 officiers s'avancèrent, resserrant les rangs autour de Marcus. Ce n'était pas une manœuvre de protection. Personne dans la salle n'oserait le toucher désormais. C'était quelque chose de bien plus délibéré, une marche d'honneur, un bouclier vivant non pas contre le danger, mais contre les années d'isolement et de trahison qui l'avaient accablé. Ensemble, ils se dirigèrent vers les lourdes portes du tribunal, l'écho de leurs pas résonnant dans la salle. Ceux qui l'avaient vu battu se tenaient à l'écart, l'observant en silence quitter la salle, disculpés. Dehors, le flash des appareils photo était aveuglant. L'air vibrait de questions hurlées et de clics vrombissants. Les microphones étaient avancés, les voix se bousculant pour être les premières à capter sa déclaration. Marcus ne se précipita pas. Il s'arrêta en haut des marches du tribunal, les officiers toujours alignés à ses côtés, et laissa la foule s'installer dans un silence d'attente. Ses mots, lorsqu'ils arrivèrent, furent simples et inébranlables. « On ne se bat jamais seul, dit-il, si l'on s'est battu pour ce qui est juste. » Puis il descendit dans la mer de lumière et de voix, les officiers approchant à son rythme, la voix libre. Alors qu'il disparaissait dans la foule, l'image de son départ brûlait dans chaque objectif, l'histoire s'écrivant déjà dans les gros titres. Et une fois les images franchies, les derniers mots à l'écran seraient les seuls nécessaires. La justice ne se donne pas. Elle se prend. Si vous croyez qu'il faut défendre la vérité, quel qu'en soit le prix, partagez cette histoire, car la prochaine personne qui aura besoin de ce mur derrière elle pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Avertissement. L'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés raciaux, des préjugés systémiques et du pouvoir inattendu de la solidarité. Ce récit vise à souligner l'importance du soutien face à l'injustice et à inspirer une plus grande reconnaissance envers ceux qui défendent ce qui est juste, quoi qu'il arrive.